Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serrao, directrice du projet à la Morim. Bonjour à tous, Shavuot Tov, merci de nous retrouver pour cette émission donc dédiée à l'enseignement juif, l'éducation juive. De nombreux de nos auditeurs sont déjà en vacances. Qui dit vacances dit un peu moins de courses le matin pour préparer tout le monde, des horaires un petit peu décalés, des enfants qui rentrent tout excités du centre aéré, du camp de vacances, avec les mouvements de jeunesse, avec le Gan Israël, avec quel que soit l'endroit où on envoie ses enfants. Eh ben voilà, juillet-août c'est synonyme de vacances, de break pour les parents, pour les enfants. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces fameuses vacances, non pas pour suggérer à tous les parents et à tous les éducateurs qui nous écoutent de laisser les enfants s'ennuyer trop longtemps, même si s'ennuyer un peu, ça fait du bien à un enfant. Néanmoins, on va parler de comment permettre à ces enfants de garder un lien pendant ce temps de vacances. D'ailleurs, de manière très intéressante, j'ai retrouvé un commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur ce thème de vacances, où il rapporte que sur l'étymologie de ce mot, donc en hébreu, la racine de vacances est également lechapes, ce sont exactement les mêmes lettres, même si le point se met à un endroit différent entre chofesh et lechapes. Et donc, c'est un moment où on va redécouvrir, on va chercher, on va redevenir curieux, parce qu'il est vrai, et tout le monde se reconnaîtra dans cette description, qu'on est un petit peu en automatique pendant l'année et pendant la routine de l'année. Donc c'est vraiment cette opportunité de redevenir curieux et de redécouvrir plein de choses avec plein de supports, plein de contextes. Donc comment est-ce qu'on va faire? J'aime beaucoup cette image qui nous permet, quand on regarde un Sefer Torah, où on retrouve ces colonnes avec des espaces blancs qui entre les textes fait cette séparation. Rachid dit d'ailleurs à ce sujet que cette séparation, ce sont les moments que Moshe Rabbeinu a pu prendre pour prendre de la distance avec ce qu'il vivait, avec les commandements qu'il recevait. Il était un homme d'action, mais il était aussi, et ça va ensemble, une personne de réflexion. Donc on va voir comment est-ce qu'on va investir ces temps libres et en gardant un lien avec l'éducation juive, avec l'enseignement. Et pour en parler aujourd'hui, je vais vous présenter nos trois invités plutôt. On va commencer par les femmes et par les jeunes femmes. Lior Toledano, bonjour. Bonjour Dvora. Bonjour, vous êtes responsable de la promotion du site web iTalmud, dédié à l'éducation juive pour les écoles, les Talmud et Torah et les mouvements de jeunesse. Vous êtes de formation, vous êtes enseignante. Vous avez aussi une particularité, c'est que de formation, vous êtes historienne de l'art et que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Vous êtes passionnée d'études juives, vous avez participé à des programmes tels que Pardes ou le SNEJ à Paris. Aujourd'hui, vous êtes chargée de mission pour iTalmud et dans quelques instants, on va revenir à ce travail que vous produisez et que vous faites toutes les semaines au sein d'iTalmud. Bienvenue. Bienvenue, merci. Je sais pas, je dis bienvenue, comme si je vous disais bienvenue chez iTalmud en fait. Mais c'est bien, voilà, c'est très bien, on se sent la bienvenue. De toute façon, chez iTalmud, on aura l'occasion d'en reparler. Monsieur Attal, bonjour, vous êtes avec nous également. Bonjour Dora. Bonjour, vous êtes déjà depuis 18 ans dans l'éducation, vous êtes enseignant et responsable pédagogique à l'école Schneor en région parisienne. Vous avez enseigné dans des Talmud et Torah, vous avez été responsable et animateur de centre aéré de Gan Israël. Comme vous le dites sur vous-même, vous baignez dans le monde de l'éducation depuis toujours et c'est d'ailleurs ce qui a fait que cela a motivé la naissance donc du projet dont vous allez nous parler dans quelques instants aussi. Avec grand plaisir. Voilà. Et enfin, Emmanuel Attias qui nous arrive de Marseille. Bonjour. On sort un tout petit peu de Paris. Alors, aussi à la Morim, notre action se développe sur tout le territoire français. J'ai appris il y a pas longtemps qu'on ne parlait plus de province, mais qu'on parlait de région. Donc, vous venez d'une région ensoleillée. Vous venez vous enseigner dans une école, dans un établissement juif, vous aussi. Oui. Et vous êtes professeur d'histoire. Et vous avez cette particularité, en plus d'être certifié et d'avoir de nombreuses années d'expérience dans l'enseignement de l'histoire. Vous avez également une maîtrise. Vous allez nous parler j'ai envie de dire cet outil, j'ai envie de parler de ressources, j'ai envie de parler de cette passion peut-être plutôt qui a donné naissance à une page Facebook extrêmement intéressante et très riche dont vous allez aussi nous parler dans quelques instants. Et Bien puis sûr. Plus que quelques instants, je pense que je vais vous donner la parole immédiatement. Pouvez-vous nous parler donc de cette page Patrimoine et culture du judaïsme que vous avez créée depuis combien de temps
Alors c'est une page qui a vu le jour en novembre 2017, donc ça fait un petit peu moins de 2 ans, qui a gagné un certain succès assez rapidement en raison peut-être du besoin auquel elle a répondu. En fait, la particularité de PCJ, de Patrimoine et Culture du Judaïsme, c'est de parler de l'actualité du judaïsme, de la culture qui s'y rattache, mais pas seulement dans un cadre mémoriel comme on peut le voir bien souvent sur Internet, avec une histoire parfois un peu lacrymale de l'histoire. Voilà, du vécu juif. Il y a une volonté plutôt de le voir projeté dans le futur. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la base de l'actualité, au travers des restaurations, des rénovations de sites juifs, des découvertes de mikvaot, donc de bas rituels, de remise en état de cimetières dans des zones complètement dépeuplées. Mais l'actualité du patrimoine juif est si riche. Alors c'est une actualité qui est de plus en plus riche, je dirais. Je la vois depuis 2 ans s'accélérer. Donc c'est une passion que je nourris depuis une vingtaine d'années. Je le faisais on va dire en dilettante jusqu'à il y a 2-3 ans. Je le faisais pour moi-même, pour des amis. Je tenais à informer mes contacts au fur et à mesure par le biais de Facebook ou de d'autres réseaux sociaux. Mais depuis que je l'ai professionnalisé et que j'en fais la recherche quotidienne, je m'aperçois qu'en fait il y a une accélération des rénovations, des restaurations de sites, une volonté pour beaucoup de villes, de villages, par exemple en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie, donc essentiellement en Europe de l'Est, de rénover, de restaurer. Alors parfois pour des raisons mercantiles, mais peu importe pour nous. Effectivement, ça permet à certaines villes de rentrer sur des créneaux touristiques, de rentrer sur des itinéraires, surtout pour des villages qui sont en dehors des zones traditionnellement accessibles, quand c'est pas Varsovie, Cracovie ou Moscou. Mais il y a aussi une prise de conscience dans des pays comme l'Allemagne, une volonté en fait de redécouvrir un passé qui fait partie des villes. C'est ce qui explique souvent les maires dans des petites localités de Bavière ou près de Berlin, de dire bah voilà, on a un patrimoine juif, on l'a totalement méconnu. Pendant la période communiste, bah ce sont des lieux en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, qui ont servi d'entrepôts, de casernes de pompiers, d'espaces de stockage. Ces lieux sont souvent négligés. Alors, ce sont des lieux qui sont totalement en ruine. Il faut beaucoup d'argent. L'Union européenne en injecte énormément. Donc, en Pologne, par exemple, ça peut aller jusqu'à 95% du financement du projet de restauration. Alors, pourquoi pas 100%? Parce qu'il y a une volonté quand même d'inscrire la localité dans une démarche personnelle. Bien sûr. C'est-à-dire que l'Europe dit oui, on peut vous aider par le biais du FEDER, mais il faut aussi que ça vienne d'une initiative locale. Et c'est souvent l'occasion, d'accueillir des délégations israéliennes ou des délégations de d'autres pays, d'accueillir le grand rabbin de Varsovie ou le grand rabbin de Moscou ou autre, qui permet de mettre en lien aussi les individus. C'est-à-dire au travers un lieu, on redécouvre une histoire. On redécouvre un peuple. C'est la réunion de communautés qui, pendant un temps, se sont méprisées, puis ensuite se sont ignorées. Et puis, c'est la redécouverte, parfois, de quelques individus qui vivaient cachés, mais qui, au moment de la réinauguration, disent, on est là. Voilà. Et donc, qui visite cette page? Qui se sert de cette page aujourd'hui? Est-ce que vous réussissez est-ce que vous avez un peu de retour? À quoi sert en vérité cette page? Aujourd'hui, moi, je pars en Alsace, mois d'août, ou je vais dans la Drôme. Est-ce que, quand je vais organiser mon voyage et mes visites, est-ce que je peux aller sur votre page et, en me demandant, est-ce que dans le village, à côté de chez nous, à côté de notre location de vacances, s'il y a quelque chose d'intéressant à faire? Est-ce que c'est ça aussi l'utilité de cette page? Alors, par le biais du moteur de recherche, évidemment, c'est possible. Je pense que la majorité des gens qui utilisent cette page n'y ont pas accès pour répondre à ce type de besoin. C'est plus une volonté de découvrir au quotidien quelque chose qu'ils méconnaissent totalement. Ça veut dire que chaque jour, c'est une nouveauté pour les lecteurs, comme c'est une nouveauté pour le concepteur, puisque moi-même je ne sais pas sur quel type d'actualité je vais tomber. Donc le matin et le soir, quand je fais mes recherches sur la toile mondiale, ou quand j'ai des contacts de la part de petites communautés qui me renseignent sur un événement,
parfois de l'autre bout du monde, complètement perdus au fin fond de la jungle. Voilà, on vient de redécouvrir, je sais pas moi, par exemple, un vieux cimetière dans la Pampa en Argentine, où une synagogue a décidé de réouvrir après 70 ans du coin, je sais pas, dans le nord de la Bulgarie. Eh bien, c'est un événement dont je n'ai pas conscience moi-même quelques heures plus tôt. Et donc, je vais partir sur la recherche d'articles, donc des articles très sérieux. Ensuite, par un système de mots-clés, je vais essayer de voir si d'autres en ont parlé. D'accord. Dans la mesure du possible, je contacte les communautés, je prends contact avec les intéressés. Donc, c'est aussi l'avantage que j'ai, c'est de parler 6-7 langues couramment et d'avoir donc un accès facilité à ces populations perdu aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 4200 abonnés et plusieurs dizaines de milliers probablement d'autres lecteurs qui me disent on n'est pas abonné, on s'est pas inscrit parce que on a toujours une méfiance vis-à-vis des réseaux sociaux, mais on vous suit. Et ça fait plaisir, voilà, que le travail soit reconnu. Parce que bien sûr, écoutez, une passion, en tout cas, chronophage. Oui, bien sûr, oui, évidemment, on s'imagine bien qu'il y a énormément de travail derrière. Alors, dans ce que vous dites, il y a d'une part l'aspect de venir consulter votre page tous les jours pour savoir ce qui se passe dans le monde du patrimoine, quelle est l'actualité, mais il y a aussi cette idée que on peut tout simplement faire des recherches pour savoir selon les villages qu'on visitera, les villes, les bâtiments qu'on pourrait voir, tout simplement de se renseigner sur l'endroit dans lequel on est ou peut-être faire des recherches. Pour conclure, parlez-nous d'une des nouvelles les plus récentes au niveau du patrimoine, quelque chose qui pourrait marquer nos auditeurs, qui vous aurait peut-être marqué vous. Alors par exemple, très récemment, un Sefer Torah a été inauguré à Drohobych, donc une ville dont j'avais parlé il y a un an. Donc l'été 2018 a vu la réouverture d'une des plus grandes synagogues d'Ukraine. Et cet été, donc un an plus tard, 70 ans après sa fermeture et après la quasi-disparition de sa communauté, il y a eu une Arnasat Sefer Torah dans cette synagogue en présence d'officiels israéliens, états-uniens, ukrainiens. Et c'est là où on voit qu'effectivement, il y a un renouveau dans cette Europe de l'Est où les communautés connaissent un revival avec l'aide souvent des autorités locales. Formidable. On se retrouve juste après la pause pour échanger avec nos deux autres invités. À tout de suite. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serao, directrice du projet à la Morim. Voilà, bienvenue à tous. Merci de nous avoir retrouvés. On continue donc avec nos invités sur cette émission dédiée aux vacances et aux vacances avec du contenu, aux vacances où on laisse pas les enfants s'ennuyer trop au niveau de leur éducation juive. Alors, Monsieur Attal, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai découvert il y a pas longtemps, il y a quelques mois, via un lien WhatsApp que j'ai reçu par un ami qui m'a dit tu devrais essayer ça pour tes enfants le soir ou pendant tes trajets en voiture. Est-ce que vous voulez bien nous parler, s'il vous plaît, d'À chaque enfant son histoire? Bien sûr. Merci tout d'abord de votre invitation. À chaque enfant son histoire a vu le jour il y a plus d'un an. À la base de ce projet, il y a une maman, un parent d'élève qui m'interpelle un jour et qui me dit « Maury aussi, racontez-moi une histoire ». Voilà, les enfants sont au lit, j'en ai marre de leur raconter des histoires qu'ils ont entendues maintes fois. Voilà, j'aimerais une nouveauté, des histoires de chez nous, nous sommes le peuple du livre, donc racontez-nous une histoire. J'étais dans la voiture, je me mets en pause et je lui fais une note vocale, une histoire animée avec des voix, je me mets dans la peau des personnages. Elle le fait écouter à ses enfants, elle me dit « Ils ont adoré ». C'était extraordinaire. Maury aussi, je veux une autre histoire demain. Et le jour du Dishvat, jour de l'Aïloula du rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, on a officialisé la création de ce projet, donc à chaque enfant son histoire. Et on publie toutes les semaines
1, 2, 3 histoires. On a commencé en tout cas comme ça. Alors justement, puisque nous-mêmes à la maison, chez les Serrao, on ne s'en cache pas, on est très heureux de pouvoir entendre cette histoire, de faire entendre cette histoire. Il y a plusieurs types d'histoires. Vous racontez plusieurs choses aux enfants. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites. Vous avez des histoires, un peu héritées d'abord héritées du monde du Tanakh, du monde de la Bible. Vous avez aussi, si je me trompe pas, des histoires autour de la Parashat Shavua, donc toutes les semaines. Exact. On essaye d'élargir au maximum le choix de nos histoires pour contenter un public très très large, de contenter aussi par rapport à l'âge des enfants. Donc j'ai des retours des enfants à partir de 2-3 ans qui commencent à écouter les histoires jusqu'à 12-13 ans. Et je vous cache pas que même chez les grands, ils ont gardé une âme d'enfant. Donc à chaque enfant son histoire vise aussi les parents. Alors des moyens très simples, une note vocale envoyée sur un groupe WhatsApp. Aujourd'hui, il y a combien de personnes sur ce groupe? Alors aujourd'hui, il n'y a pas un groupe, mais il y a 13 groupes WhatsApp. Incroyable. Quasiment tous remplis. Donc ce qui correspond à 3000 familles. Oui. Fois ce que ça peut engendrer et les transferts de données, etc. Exactement. Ça a pris une dimension magnifique. Je me sens porté par ce projet et je voudrais remercier donc cette maman, Madame Sarah Debache-Dadouche, ainsi que nos écrivaines, donc celle qui écrit pour nous, tous bénévoles au service de nos enfants, qui écrit avec passion. Parce que vous aussi vous êtes bénévole. Oui, c'est vraiment fait par passion, par amour, par motivation. Donc merci à Sterna Chalençon, Shaina Eisenbach, Chaya Pikarski et Rachel Rothstein, donc voilà, qui nous aident dans ce projet magnifique. Alors les thèmes sont les suivants. Donc bien sûr il y a un fil conducteur. Les dimanches soirs en général c'est une histoire du nar. On a commencé donc avec nos ancêtres Abraham, Yitzhak, Yaakov. Là actuellement on parle du roi Shaoul. Donc c'est plein d'enseignements, plein de rappels. On a parlé dernièrement de la prophétesse Dévorah, de Ruth Anevia. Donc vraiment des histoires qu'on a peut-être écoutées quand on était petit, mais voilà, cette piqûre de rappel avec... pas toujours, parce que c'est pas toujours évident d'entendre à l'école toutes ces histoires du nar, surtout quand on est plus jeune, que souvent à l'école on passe par le texte, par une étude très sérieuse du texte, et que ce lien avec l'histoire s'est développé finalement l'envie, cette fierté de pouvoir appartenir, de s'inscrire nous aussi dans une histoire. Souvent cette histoire, elle s'écoute le soir avant de dormir. C'est notre projet de base. Après ça s'écoute partout. Alors justement, j'allais dire que en tout cas, ce qu'on peut recommander à nos auditeurs, c'est de s'inscrire sur ce lien WhatsApp et de faire écouter ça pendant les longs trajets en voiture ou en train, dont les enfants vont devoir subir, parce que c'est jamais facile de garder des enfants occupés. Il y a beaucoup d'autres initiatives de ce genre dans le monde non juif, avec de très très beaux contes qui peuvent être racontés quand on s'abonne. Et vous réussissez à toucher ces enfants. Vous avez aussi quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Vous avez un concours que vous organisez de temps en temps. Oui, sur la paracha, le jeudi soir. Donc une histoire sur la paracha, une histoire inventée. Oui. Et avec un concours qui est mis en place. Oui. Voilà. Et puis vous avez, ce que les enfants aiment beaucoup, un petit coucou du soir. Ah là 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 là. Et alors parlez-nous de ce coucou pour terminer, parce que c'est quand même... C'est devenu carrément plus que la cerise sur le gâteau, c'est le moment finalement que les enfants attendent à la fin de l'histoire, où je vais saluer, je vais féliciter, je vais faire un coucou, je vais souhaiter Mazal Tov, je vais nommer avec en l'honneur de la mémoire d'une personne défunte, et les enfants attendent ce moment parce que ils écoutent et ils sentent qu'ils appartiennent à une même communauté, à un même peuple, et chacun attend son coucou, quoi. Et j'ai des fois des retours des parents extraordinaires. L'enfant, il est dans un autre monde. Je me dis, waouh. Écoutez, en tout cas, on vous félicite. Merci. Parce que c'est vous aussi, comme tout à l'heure, Monsieur Attias, ce sont des entreprises bénévoles. Ce sont pour vous des heures incalculables de travail. Et en tout cas, aujourd'hui, vous faites bénéficier beaucoup d'enfants de toutes ces magnifiques paroles, de toutes ces histoires. Donc, on remercie également au travers vous, donc cette équipe qui travaille avec vous. Et cela me permet de donner la parole maintenant à Lior Toledano. Lior, bonjour. 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 Alors, Lior, vous êtes depuis
peu, enfin en tout cas, sauf vous me dites si je me trompe, présente sur Facebook avec la création d'une page pour Italmud, où on retrouve de manière très régulière depuis quelque temps, j'invite donc tous nos auditeurs à vous rendre visite sur cette page, et où on retrouve régulièrement maintenant toutes les semaines, puisque régulièrement toutes les semaines, une page sur la Parashat Hashavua, un enseignement très graphique avec des questions que l'on perçoit vraiment recherchées, poussées, qui devraient engager un dialogue, en tout cas au sein des familles ou dans les classes ou dans les Talmud et Torah, et donc encore quelque chose à faire avec ses enfants pendant ces vacances, mais aussi pendant le reste de l'année. Alors parlez-nous d'Italmud, Lior. Je vais essayer de résumer. Donc, je travaille depuis 1 an presque et demi dans ce magnifique projet qui est en fait un format d'association aujourd'hui. Il s'agit d'un centre de ressources. Au départ, on disait pour initier les enfants au judaïsme. J'ai la même remarque que Monsieur Attal, dans le sens où il y a de plus en plus on voit que les publics effectifs qui l'utilisent vont être les parents qui accompagnent et des personnes plus âgées, qu'ils soient parents, grands-parents ou juste curieux pour eux-mêmes de se cultiver ou de se poser de nouvelles questions sur des choses qu'ils faisaient peut-être. Et voilà. Et effectivement, c'est assorti d'une page Facebook. Ce n'est pas moi qui l'ai créée, elle existe depuis assez longtemps. Mais encore une fois, c'est bien de donner les crédits là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Très talmudique comme démarche de donner des crédits à celui qui est à l'origine. Mais il y a en fait eu des prédécesseurs, je ne sais toujours pas le dire au féminin. Dans le dictionnaire, oui. Voilà. Et Leslie Siboni, qui m'a précédée et qui m'a mentorée et formée, m'a dit il faut que chaque semaine il y ait une publication sur Facebook. Mais quoi proposer? Et c'est toujours une question en évolution. Bien sûr. Donc et chaque semaine j'essaye de proposer un contenu d'actualité, un peu le côté daf yomi. Il faut être un grand spécialiste pour faire un daf yomi, donc c'est vraiment de manière très modeste que j'essaie de le faire, en reprenant des commentaires que je peux trouver dans des supports livresques que sur Internet, par exemple sur Sefaria, qui est vraiment un site excellent. Et c'est là que mon travail se corse. Bonne destination de vacances d'ailleurs. Non, je me dis pas. Voilà, et c'est là que mon travail se corse. J'essaye de les faire passer d'une manière à la fois ludique et très adaptée à une lecture facile et à embrasser une image d'un coup. Très souvent, c'est ça. C'est une image avec soit des personnes qui discutent autour d'un point ou où on voit des personnages bibliques représentés de manière illustrée. Alors, voilà. Excusez-moi, mais c'est une approche un petit peu, on va dire, pas innovante, mais enfin, c'est une approche un peu nouvelle pour enseigner la Parashat Hashavua. Ça génère du dialogue, de la discussion au sein des familles. Mais Italmud, avant d'être une page Facebook, c'est un outil extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, je peux en parler, d'autant plus qu'il est vraiment, je tiens à souligner son aspect d'évolution permanente qui se nourrit totalement des retours des usagers. Et là, je le dis avec beaucoup de passion parce que c'est une des choses que j'adore faire. J'ai plusieurs en tout cas casquettes chez Italmud. Et le fait d'aller voir des mouvements de jeunesse ou des Talmud et Torah, de voir comment c'est utilisé et comment ça pourrait être encore mieux et nourrir l'expérience de l'éducation, qu'elle soit formelle, informelle, celle de l'école même ou du Talmud Torah, ce qui va encore pas être la même forcément. Moi, j'apprends énormément de choses aussi, au contact d'équipes qui sont incroyables et qui donnent beaucoup de temps en fait. En général, c'est vrai que c'est des métiers où je vois que les gens ne coupent pas tellement leur temps, donc voilà. Et même quand ils ont du temps, ils le donnent pour pouvoir créer de nouveaux outils, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Puisque, à la différence de nos amis ici, vous travaillez pour Italmud. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous occupe du matin au soir. Oui. Voilà. Oui. Aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs d'Italmud? Alors qui l'utilisent? Aujourd'hui, c'est toujours difficile de quantifier. Je sais que tous les utilisateurs ne s'inscrivent pas forcément sur le site, puisque l'inscription sur le site, elle offre la possibilité de conserver certains exercices qu'on a fait dans son espace, etc. Mais tout le monde ne choisit pas forcément de le faire. Voilà. Sur la page Facebook, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est à 1400 et quelques utilisateurs. Mais moi, j'espère surtout que ça puisse bénéficier à beaucoup de gens et notamment peut-être
à ceux pour lesquels Internet c'est le moyen de s'informer, quoi. C'est ça. Parce que je pense on n'a pas tous accès aux cours, on n'a pas tous accès à la synagogue, on n'y arrive pas toujours, pour plein de raisons. Et puis dans le calme de son salon, de sa salle à manger ou sur son smartphone, on est en mesure d'apprendre, de s'éduquer, de redevenir curieux, pour reprendre un peu la terminologie qu'on a utilisée tout à l'heure. Merci beaucoup Lior pour cette présentation, pour ce travail sur Italmud. Tous les liens, toutes les initiatives dont nous avons parlé seront sur notre page Facebook, sur la page Facebook de l'Amorim. Cerise sur le gâteau, je voulais aussi vous faire part d'une nouvelle intéressante qui nous vient de Ratim la Mishnah, qui est un site développé par l'un de nos partenaires, qui est donc Sous la Mode, qui produit du matériel et des manuels pédagogiques pour l'enseignement de la Mishnah, avec un feuilleton sur les Mishnayot, réalisé par des enfants, avec des enfants, enfin par des adultes, avec des enfants, des adolescents, une énigme tous les jours, un défi toutes les semaines, et, grande nouvelle de cette année, des sous-titres en français. Voilà de quoi occuper vos enfants et vos familles. Bonnes vacances à tous et à la rentrée pour la prochaine émission de l'Amorim. Merci.